Bonjour les potiers, bonjour les amoureux de la céramique. Vous avez vu, j'ai posé sur la girelle un gros bloc de terre comme pour faire le travail à la motte. Mais vous allez être déçus parce qu'on va faire pas beaucoup de travail à la motte aujourd'hui, parce que ça va être une vidéo un petit peu particulière, un petit peu intellectuelle. J'ai invité à côté de moi, j'ai quelqu'un, un invité, qui s'appelle Bruno Daugeron, qui est un professeur, dis-le toi-même, de droit, voilà, à l'université. Voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est, on va débattre un petit peu, on va essayer les mécanismes de l'apprentissage. Alors, moi, ce que j'apprends, ce sont des choses terriblement manuelles, et Bruno, ce qu'il apprend, ce sont des choses intellectuelles. Mais est-ce que les deux se rejoignent par moments? Je pense que oui, on va essayer de voir s'il y a des parallèles, des choses communes, et peut-être que ça peut servir à ceux qui sont dans une phase d'apprentissage, et vous qui regardez ces vidéos, et ma foi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire en tant que personne intéressée par l'apprentissage de la céramique. Alors, Et on peut peut-être ajouter, Jean-Luc, oui, bah non, mais tu me coupes quand tu veux, absolument, c'est sans prétention. Je ne tombe pas du ciel, hein. On parle de ça parce qu'on a été amené à en parler déjà, d'abord parce qu'on est voisins dans le Berry, oui, et oui. donc c'est en se voyant dans nos maisons respectives qu'on a été amené à échanger Absolument. sur ton travail de potier, et discussion faisant, chemin faisant, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait des parallèles. Des points communs, Oui, c'est pas un montage rien que pour aujourd'hui. On a déjà débattu un petit peu de ça, et c'est d'ailleurs un petit peu surprenant, hein, enfin du moins en ce qui me concerne, de s'apercevoir que certains mécanismes, on les retrouve aussi ailleurs. Alors, moi, il y a quelque chose que je dis souvent aux élèves qui arrivent, que ce soit pour faire un stage ou même pour des parcours plus professionnels. J'essaie de leur expliquer qu'il n'y a aucune étape qui ne soit pas importante. Je vais laisser la parole à Bruno, mais moi je constate que si par exemple on ne brasse pas bien la terre, résultat on va avoir des bulles d'air à l'intérieur, et ces bulles d'air vont nous gêner par la suite. Est-ce que toi aussi dans tes cursus d'apprentissage, Bruno, tu as remarqué ça, que depuis le début, finalement, c'est important aussi. Bien sûr, d'abord, intellectuellement, il y a des étapes, quel que soit le travail intellectuel, dans le travail de l'enseignement, autant que dans le travail de la recherche. Il n'est pas possible de griller les étapes. Il faut connaître un certain nombre de bases avant de pouvoir se lancer dans des réflexions plus poussées, dans un travail intellectuel plus poussé. Et si on n'a pas ces bases, même si on peut les apprendre par la suite, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Donc il est nécessaire d'apprendre un certain nombre de classiques, de faire ses gammes, d'apprendre avec des auteurs, d'apprendre des raisonnements, d'apprendre une tournure d'esprit, en tout cas dans le droit, avant d'imaginer construire des raisonnements très sophistiqués. C'est très frappant chez des gens qui font des formations dans le droit, des formations sur le tard, des formations professionnelles, et qui pensent, parce qu'ils ont l'illusion de connaître un peu, que finalement, si on apprend le droit en 6 mois, on sera s'en débrouiller, tout simplement parce que la personne qui vous les a appris était claire dans ses explications. Et ils se rendent bien compte que, quand ils sont livrés eux-mêmes, s'ils n'ont pas un certain nombre de bases sur les textes réglementaires, législatifs, sur la connaissance du droit, des juridictions, l'organisation, que sais-je, je parle simplement pour le droit, et il leur manque beaucoup de choses. Et que c'est une illusion de penser qu'on peut passer directement à l'étape professionnelle ou à l'étape de précision, de haute précision, sans avoir les bases et l'essentiel. Voilà. Oui, donc ça se rejoint. Moi, il y a autre chose, je lutte contre la vitesse des gestes. J'ai vraiment observé que, surtout quand on est stagiaire débutant, il y a un phénomène qui se passe avec le cerveau, et l'élève va 10 fois trop vite. Alors, il essaie de bien faire, hein, ça j'en suis vraiment conscient, mais regardez, je vais prendre un geste extrêmement basique, qui est très très connu de tout le monde, c'est la montée de la terre.
C'est un geste technique, mais relativement simple. Le voici fait à la vitesse normale. Vous voyez, c'est très lent. Mais ça marche. C'est-à-dire que si on fait le même geste avec précipitation, si on rentre dans la terre d'une façon brutale, et si on en sort sans remettre des points zéro, voilà ce qui se passe. Est-ce que ces phénomènes de lenteur ont été observés aussi à l'université, d'une certaine manière ou différemment? Je pense que dans le travail intellectuel, c'est quelque chose qui est très vrai. Alors à l'université, c'est très large, parce que ça peut aller des étudiants très jeunes qui débutent leurs études, et puis il y a des gens qui font des recherches plus poussées, comme des thèses ou des articles. Là, je pense que c'est plutôt c'est une règle qui est valable partout, parce qu'on a intérêt à se précipiter avec lenteur, c'est-à-dire qu'on a intérêt toujours à être sûr que ce qu'on connaît est bien compris, a bien été assimilé. Mais je pense que c'est surtout vrai, ou encore plus vrai, dans les recherches plus fondamentales, dans les recherches intellectuelles, quand on fait une thèse, par exemple. Bon. Un des conseils, évidemment, c'est d'être lent, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de savoir ce qu'on cherche, quel est exactement l'objet de sa thèse, de pas se précipiter, mais même quand on fait une dissertation ou un plan ou quelque chose de plus banal, de pas se précipiter tête la première dans l'idée ou la représentation qu'on peut avoir du sujet sans avoir réfléchi au terme du sujet, au sujet qu'on s'est soi-même donné, si c'est une thèse ou un mémoire. Et d'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire là, et toujours dans le sujet de la lenteur, mais aussi de quel est le prochain geste, qu'est-ce que je vais faire. C'est là où souvent j'évoque la méthode des conducteurs de train japonais. Donc tous ceux qui sont intéressés par ces méthodes-là peuvent regarder ça sur les chaînes YouTube. On voit ce qu'il y a à faire, on réfléchit, on répète le geste avant et on le fait en dernier. Alors ça peut paraître un peu laborieux, mais quand on est vraiment dans l'envie d'apprendre, si on fait toutes ces étapes-là avec soin, on va y arriver. Par exemple, là, je dis, bon, je suis désolé, la pièce a pris un petit coup de steak involontaire sur le dessus, mais ça ne va pas gêner. Sur cette pièce, si par exemple, je veux lui donner un galme, c'est-à-dire pour l'instant, on est dans une espèce de cylindre grossier, pas très élégant, si je veux le transformer un petit peu en boule, et que je prends un geste très connu, on va faire une pression à l'intérieur, et puis, en même temps, on va faire passer les steaks sur le côté. Voilà. Donc, avant, je l'ai dit, donc je sais qu'est-ce que je vais faire avec mes mains, et après, je mets en application. Et là, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Et voilà, la boule est à peu près mise en forme. Alors Bruno, tu vois, il y a aussi d'autres méthodes pour celui qui doit donner du savoir-faire, apprendre aux autres. C'est bien sûr une responsabilité, mais moi je pense qu'il faut vivre avec son époque. On tourne plus avec des tours à pied, on tourne maintenant avec des tours électriques. Et on se sert d'outils qui n'existaient pas dans le temps. Enfin, on a tout un tas de méthodes. Et moi, je suis pas contre de déconstruire un petit peu ce qui était fait avant, de le reconstruire, mais peut-être un petit peu différemment, peut-être avec un peu de modernisme, un peu d'outillage supplémentaire. Mais il y a une condition quand même, sine qua non, c'est qu'il faut pas s'amuser à déconstruire si on ne peut pas prouver la chose. Voilà. C'est bien de dire, bon, bah voilà, on fait plus comme ça, maintenant on va faire comme ceci, mais il faut immédiatement pouvoir le prouver. Tu es d'accord avec ça Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a dans tout apprentissage, pour des raisons qui sont assez difficiles à expliquer, mais il y a un petit peu des idées générales, des idées creuses, des légendes qui s'installent progressivement sur la manière d'apprendre, qui ont pu être vraies à un moment donné. Ouais, et qui ont évolué.
ont évolué ou qui sont pas forcément adaptés d'abord à tout le monde, à tout le processus intellectuel et le processus manuel, et qui en fait font plus de dégâts. Je vais prendre un exemple. Moi j'entends encore régulièrement, et je sais que c'est pas fini d'être déconstruit, parce que c'est pas une question d'outillage, qu'on donne beaucoup de conseils aux étudiants qui font une mémoire, une thèse, de faire leur introduction à la fin. Et ça, c'est plutôt moderne ou c'est ancien? Ça, je pense que... Ça date de quand, ça? Je sais, à dire vrai, je sais pas de quand ça date, ouais. Mais je sais que ça fait ravage, hein, ça fait beaucoup de dégâts. Et pourquoi ça fait beaucoup de dégâts? Moi, je dis l'inverse. Je dis pas que l'introduction, faut la faire... Alors pourquoi ils disent ça? Ils disent l'introduction, on la fait à la fin, parce que vous avez écrit l'essentiel, vous êtes tranquille, puis après, bah, vous pouvez faire votre introduction. Et en réalité, on se rend compte de quoi quand on voit ça? On se rend compte que les gens qui font leur introduction à la fin, généralement, ont très peu de temps, ils la bâclent. Ils la bâclent, et surtout, il y a quelque chose qui est plus ennuyeux, c'est que leur introduction ressemble généralement à une conclusion, c'est-à-dire qu'ils font la fin de leur processus intellectuel, le début de leur processus intellectuel comme si c'était la fin, ou ils le font le début à la mode de la fin, en quelque sorte, en sachant déjà ce qu'ils ont trouvé. Alors, il y a un aspect qui peut être intéressant, parce qu'on doit toujours donner rétrospectivement l'idée qu'on sait ce qu'on va démontrer. Mais il y a un aspect très nocif, c'est qu'on perd la fraîcheur de l'interrogation, la fraîcheur du départ. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très mauvais. Et en réalité, l'introduction, je pense qu'il faut pas la faire au début, faut pas la faire à la fin, faut la faire à peu près tout le temps. Mais commencer par elle, pour que les questions qu'on se pose dans la fraîcheur de la découverte se trouvent se trouvent au début. Quoi. Alors, est-ce que c'est pour éviter un côté brouillon qui interviendrait? C'est pour recadrer un peu, se recadrer soi-même un peu dans le process? De le faire à la fin ou de le faire au début? Non, de le rappeler, comme tu l'as dit là. Tu viens de dire, de le rappeler un petit peu cette introduction, au moins les sujets... c'est pour se recadrer soi-même, toujours être sûr d'être dans le sujet. Je pense être sûr d'être dans le sujet, être sûr de ce dont on parle, surtout. Être sûr de ce dont on parle. Moi, je pense que c'est très important de savoir exactement dont on parle. Et donc, je ne connais pas d'exemple de gens d'étudiants qui n'ont pas fait une introduction à la fin, qui se débrouillent mal, qui se terminent mal. Parce qu'on sent, d'abord, que les gens en ont marre, que c'est donc bâclé, et que bien souvent, comme ils connaissent déjà la conclusion, et ben ça ressemble à une conclusion plutôt qu'à une introduction. Et donc ça c'est un élément qui, à mon avis, est à déconstruire et sur lequel j'insiste moi beaucoup. Et il y a d'autres éléments comme ça où on est là pour essayer de faire comprendre à ceux qui apprennent quels sont les processus de pensée, quels sont les processus intellectuels. Et donc il faut les connaître, parce que si on les connaît pas, eh bien, on se retrouve prisonnier de lieux communs comme ça et d'idées creuses qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts que d'autres. Voilà. Donc, du point de vue de cet exemple, qui pourrait être multiplié par d'autres choses, de l'introduction, ben moi je conseille de le faire au début, ou de toujours commencer d'abord à avoir les idées claires avec soi-même. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut démontrer, de quoi on va parler. Donc il faut commencer à jeter des idées. Après on sculpte, après on améliore, après, mais surtout pas à la fin quand tout est bâclé. D'accord. Alors, dans un autre domaine aussi, j'ai vraiment observé, mais ça c'est flagrant, il y a de bien meilleurs résultats dans les stages quand les élèves sont plusieurs, quand il y a plusieurs stagiaires, par rapport au moment où il n'y en a qu'un seul. Alors, je crois que dans le domaine de la poterie, ça peut s'expliquer parce qu'il y a une émulation, les uns avec les autres, et puis il y a aussi que quand on est dans un stage, il y a le groupe se forme et les uns parlent aux autres forcément. Et le fait de regarder son voisin, le fait de discuter avec lui autour d'un apéritif et de reparler des sujets de la céramique, pour moi c'est flagrant. On continue d'apprendre et on continue d'apprendre, même le tournage, même quelque chose qui est extrêmement manuel. Je dis à certaines personnes, vous verrez, ça se perd très peu et on peut même faire des progrès sans avoir de tour à la maison. Parce que autour des phrases qui ont été enseignées, dites, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Voilà, il y a des phrases qui peuvent même choquer. Quand je dis qu'il n'y a pas de gestes qui permettent de centrer la terre, c'est quelque chose que je suis longuement obligé d'expliquer et de prouver. Et c'est pas forcé que le jour même, ça soit admis. Mais après, avec le temps,
Ah, mais oui, mais finalement, mais bien sûr, il avait raison sur ça, je comprends maintenant, voilà, on travaille comme ceci, comme cela. Et ça, tu l'as constaté aussi, l'effet de groupe, c'est ça. Je pense que tu évoques plusieurs choses. Là, tu évoques trois choses. Tu évoques la fin de la suite de ce qu'on évoquait avant, le fait de plusieurs et le cheminement secret. Alors d'abord, si on commence par la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure pour déconstruire, oui, je pense que si on explique les choses, si on explique les résultats que provoquent certaines mauvaises habitudes, et qu'on explique, qu'on est capable de démontrer la chose, de le prouver par l'expérience, je pense que n'importe quel apprenant, on discutait du terme tout à l'heure, peut parfaitement comprendre. Et ils disent oui, vous avez raison, effectivement. Et à condition qu'ils acceptent de se laisser dépayser, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'accepter de se laisser dépayser. Donc il faut une certaine intelligence. C'est pour ça que je disais qu'il fallait prouver quand même la chose. Il faut prouver. Ah, ça, on est obligé. La preuve dans le travail intellectuel, elle est moins forte qu'avec une poterie, qu'avec un objet concret, mais il y a quand même des résultats empiriques. C'est-à-dire que généralement, la preuve, elle se fait par l'échec d'une certaine manière. C'est que quand le conseil n'est pas suivi, ça se termine mal. Bon. Puis parfois, ils arrivent à comparer ce qu'ils ont fait dans le passé par rapport aux conseils qu'on leur donne et à tester assez rapidement pour voir la différence. Donc ça, c'est le premier aspect. Oui, évidemment, il faut prouver. Deuxième aspect, la question de l'apprentissage à plusieurs. Moi, j'ai toujours été hostile au cours particulier parce que je trouve qu'il y a une espèce de rapport presque trop proche, trop intime, trop impressionnant avec l'enseignant. Et que quand on est plusieurs, effectivement, il peut y avoir un échange, il peut y avoir une reformulation de l'un par l'autre qui, en posant une question, va éclairer le voisin. Question à laquelle il n'avait pas pensé ou question qui va compléter, qui va l'éclairer. Voilà, parce que la connexion entre les différents aspects d'une pensée, d'un contexte, d'une histoire ou de la façonnation, le fait de façonner un objet, ça se fait pas en un clin d'œil, quoi. Le précipité chimique, ça existe, mais il faut le provoquer. Ouais. Et puis dernier point, là moi aussi je l'ai constaté, et je le constate tout le temps, c'est ce qu'on peut appeler le cheminement souterrain. C'est-à-dire qu'on croit qu'on n'a pas compris, on croit que c'est compliqué, on croit qu'on ne maîtrise pas. Et le lendemain on y revient. Et on se dit, ça c'est classique. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris parce qu'on a réfléchi, parce que quelqu'un est intelligent et qu'il a réfléchi lui-même, qu'il a fait une lecture qui, par l'effet de contraste que ça a produit, facilite l'apprentissage, qui va en parler avec quelqu'un d'autre, qui en sortant un mot, une notion, une référence, un exemple, va le comprendre. Voilà. Et ça se voit beaucoup dans les concours où les gens qui passent des concours de haut niveau, concours administratifs, ils ont l'impression d'être complètement noyés sous la masse, de ne pas avancer, de ne pas y arriver, de vouloir arrêter. Et ils vont se rendre compte au bout d'un moment qu'ils ont plus progressé qu'ils ne le pensaient. Parce que, à force d'emmagasiner, à force d'apprendre, le cerveau absorbe, tout simplement. Il absorbe et on finit par comprendre. Alors, que ce soit dans l'amassage, si je puis dire, de connaissances, ou alors dans la réflexion plus personnelle, quand on fait un article ou une recherche universitaire, on comprend pas tout de suite et on finit par comprendre. Il faut laisser le temps. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que, encore la règle que j'évoquais tout à l'heure, jamais se précipiter avant de faire une construction intellectuelle comme un plan. Ça, c'est un grand défaut français dans le travail intellectuel. Les Français ont beaucoup d'avantages, c'est d'être cartésiens et d'avoir le culte du jardin à la française, de la pensée qui est bien découpée, qui est bien présentée, qui est bien façonnée, qui coule, qui est fluide et qui est surtout structurée. Ça, c'est le grand avantage. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'ils ont souvent le tort de croire que le but de la pensée, c'est le plan, c'est la forme. Alors que le but de la pensée, c'est la démonstration. Qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à la démonstration? Comme toi, qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à la pièce que je cherche? C'est la méthode. C'est ça qu'il faut essayer de creuser. Mais la méthode n'est pas le geste en lui-même, c'est pas un but, c'est pas une fin en soi. Il faut qu'il donne le résultat escompté. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de forme d'apprentissage qui soit une fin en elle-même. Pour ça, il ne faut pas en être prisonnier. Il faut être capable de se donner une structure, mais pas la considérer comme une fin en elle-même. Et qu'est-ce que tu penses Moi, j'essaie toujours de dire la vérité dans un cours. De dire quand ça va, mais de dire aussi quand ça va pas.
ça m'est déjà arrivé, même peut-être involontairement, peut-être un petit peu blessant, mais j'ai eu l'exemple dernièrement, la personne qui va regarder la vidéo va se reconnaître, c'était une charmante femme, et je lui ai dit non, ça va pas, le geste est vraiment trop viril. Et elle m'a recadré quand même 2 heures après en me disant ah mais ça quand même on me l'avait jamais dit que j'étais trop viril. Mais je pense en l'occurrence que le geste là qui avait été classé dans cette dénomination, sincèrement je suis sûr que l'erreur ne sera pas reproduite pour longtemps. Et tu penses aussi ça que le professeur se doit une honnêteté quand même avec il faut pas être dans le compliment permanent hein, je suis très persuadé de ça, très persuadé, mais tout le monde n'est pas capable de le comprendre. Ça me paraît très essentiel parce que dans toute construction humaine, je pense qu'il y a quand même, et dans tout raisonnement, il y a un rapport à la vérité. Alors je sais que c'est pas un mot qui est toujours facile à porter, mais ce qu'on essaye de chercher un scientifique, en tout cas, qui a une démarche scientifique, il essaye de s'approcher de la vérité. Alors on peut discuter de cette affaire de vérité, mais il y aura toujours une sincérité, et donc il doit dire quand quelqu'un n'a pas la bonne méthode, n'a pas la bonne démarche, ne va pas lire le bon auteur, va commettre des erreurs de terminologie, des erreurs de langue, des tics de langage. Je pense qu'il faut très rapidement les corriger. Et là, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui sont réfractaires à ça. Qu'est-ce que tu veux dire par réfractaire? Réfractaire, c'est-à-dire qu'ils considèrent que quand on en fait un reproche, il faut pas faire pour eux. Voilà, ils prennent pour eux. Et la réflexion est, je suis là pour apprendre. Oui, c'est vrai, vous êtes là pour apprendre, mais vous êtes là aussi pour entendre. Et apprendre, ça veut dire d'abord l'humilité. Donc ça veut dire que quand on a quelqu'un qui est en face de soi, on connaît plus, dans un premier temps, on se tait, on prend des notes, et quand on sera arrivé au niveau, on pourra discuter. Mais il y a des moments où il faut se dire, je ne discute pas et j'apprends. J'apprends, et je dois être capable d'encaisser les coups, parce que si la personne qui est en face de soi, qui explique l'enseignant, le fait avec cœur, avec sincérité, on sait qu'il ne le fait pas par méchanceté, et que ne va pas être déplacé, n'est pas là pour froisser. Et donc il faut être capable d'encaisser les coups et dire ah oui, là c'est vrai, il faut que je sache qu'on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela, on ne fait pas comme ceci, on ne fait pas comme cela. Et surtout pas mettre du subjectivisme à outrance, du type c'est mon choix, c'est mon droit. Non, c'est mon choix, c'est mon droit, ça conduit, si on veut respecter les règles de l'art, souvent à la catastrophe, ou alors on fait autre chose. Donc voilà, ça me paraît très important, d'accepter de se laisser dépayser. Et généralement, une fois qu'on a compris ça et qu'on s'est fait corriger une fois, plus ou moins gentiment, parfois pas forcément aimablement, bien les plus intelligents des élèves disent voilà, j'ai compris. Oui, merci monsieur, vous avez eu raison de me recadrer un petit peu. Ouais. Et là, c'est une grande satisfaction. L'enseignant, il est très heureux de voir d'une part qu'il a été compris, que c'était pas du tout une démarche de désinvolture ou de mépris, c'était au contraire une démarche d'intérêt. Ouais, je pense. Parce que si on critique pas, c'est qu'on s'intéresse pas. Ouais. Voilà. Donc il faut être capable de dire la vérité et de dire voilà, moi je vous dire les choses réellement. Voilà quel est l'enjeu d'une démarche, voilà ce qu'il faut faire, voilà quel travail ça demande, voilà quelle implication ça demande. Et on ne peut pas dire à quelqu'un vous pouvez apprendre le droit en 6 mois sans que ça laisse de séquelles, ou dire à quelqu'un qui veut apprendre la poterie ou un métier manuel, artisanal, qui demande des connaissances techniques poussées, venez chez moi 2 heures et vous serez professionnel. Oui, bien sûr. Ce serait mentir. On ne peut pas mentir. Très bien. Bon, je vois qu'on avance sur notre petit support là, que j'ai en face des yeux pour pas perdre les questions. Hein, voilà, on dit tout. Hein, c'est pas du tout. On a préparé un petit peu avant 2-3 questions pour avoir un fil conducteur. Et moi, j'avais écrit après qu'il y avait 2 catégories. Non, même avant, j'ai autre chose. J'ai pour apprendre les supports de l'apprentissage, j'avais noté dans l'ordre ce qui marche le moins bien pour aller je suis sûr, hein, pour moi, ce qui marche le mieux. Donc moi j'ai écrit ce qui marche le moins bien pour moi, c'est on regarde des photos de quelqu'un qui tourne. Les photos les unes derrière les autres, bon, généralement c'est toujours incomplet, hein, on arrive toujours beaucoup trop vite à la pièce finalisée, et finalement on n'a pas appris les étapes intermédiaires. Alors les vidéos, ça marche un petit peu.
Oui, c'est vrai. Bon, ben moi, je suis bien placé pour le dire, puisqu'avec la chaîne, il y a une quantité de vidéos, mais je ne dirais jamais que ce sont des cours. Hein. On est bien loin d'un cours quand on regarde des vidéos YouTube, parce que moi, je suis pas là pour corriger vos gestes, et les défauts des uns, c'est pas ceux des autres. Hein. On a tous nos propres défauts. Après, il y a la lecture. Ben, ma foi, la lecture, hein, lire des bons livres sur la céramique, on peut quand même apprendre pas mal de choses. Mais ce qui marche vraiment le mieux, hein, c'est de se faire son propre cours. C'est-à-dire, vous suivez un stage, quelque part, auprès d'un potier, il vous dit les choses, vous les comprenez, il va vous dire les choses avec certains mots qui vous parleront plus ou moins bien, mais vous, ce que vous faites, et ce qui marche vraiment très bien, donc j'insiste, c'est de faire votre propre cours. Vous saisissez les mots qui vous parlent, vous décrivez les gestes que vous avez vus, vous mettez ça au propre, et ça va laisser vraiment des traces indélébiles. Tu es aussi Ouais, un petit peu là, les notes écrites, ça. Je suis assez d'accord. Là, tu touches une question qui est très délicate. C'est les mystères de l'apprentissage. Hein. Pourquoi certains ont plus de mémoire que d'autres? Pourquoi ils comprennent plus facilement? Ouais. Pourquoi ils On peut embrayer aussi, si tu veux donner de l'eau à ton moulin, avec la phrase suivante, c'était de dire, de repérer ceux qui sont auditifs et ceux qui sont visuels, qui ont besoin de voir des choses. Alors toi, évidemment, c'est pas la même, mais peut-être voir des choses au tableau, ou des schémas, ou des process, ça va plus leur parler, et puis les autres, c'est plutôt qu'on leur explique pourquoi. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs types d'intelligence, de gens qui ont besoin de voir des exemples, hein, qui comprennent par l'exemple, et d'autres qui sont plus à l'aise dans l'abstrait, sans qu'on sache réellement pourquoi. Mais ce qui est certain, là où je rejoins ce que tu dis, c'est que ne peut pas y avoir de cours universel. Et un des pires fléaux qu'on connaît en ce moment dans l'enseignement, je pense que les enseignants, si certains nous écoutent, le comprendront, c'est la prise de notes systématique pour un oui, pour un non. On voit des étudiants par dizaines, par centaines. Des lumières bleues sur les visages. Ouais, des lumières bleues sur les villages qui arrivent avec des bacs tout neufs. Tout le monde ouvre et on entend le cliquetis dans le théâtre, des notes qui sont prises sans aucun discernement, jusqu'au raclement de gorge de celui qui les dit, parce qu'il faut véritablement rien rater. Et généralement, le devenir de ces notes, je le connais, c'est que le fichier est peu, voire jamais rouvert. Donc, la prise de notes, c'est compliqué, et les mécaniques de l'apprentissage sont compliquées aussi, mais ce qui est certain, c'est que on ne peut pas tout prendre en note, on ne peut pas tout emmagasiner. Il faut être capable d'avoir du discernement dans ce qu'on apprend. À certains moments, écouter, puis noter. Et pas noter de manière distraite, sans avoir compris, ni sans avoir écouté ce qu'on avait à dire. Ça, c'est très embêtant. Donc, la première chose pour un enseignant, c'est d'abord de capter l'attention de son auditoire, qu'il soit intéressé par ce qu'il dit, qu'il puisse comprendre ce qu'il fait là, et en tirer pour lui les éléments qui vont être intéressants, avec des éléments de cours, des éléments factuels qu'il va noter, mais surtout le petit basculement, le précipité chimique dont je parlais tout à l'heure, le moment où il y a quelque chose d'important qui va permettre l'avancée de la compréhension. Et ça, il faut le noter. Et le noter éventuellement dans son langage pour essayer d'adapter le cours qu'on prend à la manière qu'on a d'apprendre. Parfois avec des schémas, parfois avec des flèches, parfois avec des axes de temps, parfois avec des références, ça dépend de chacun. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas s'acharner à prendre des notes au kilomètre sans les relire. C'est très mauvais, parce qu'il faut s'approprier. Ouais, avec ces mots. Oui, très très bien. Un autre petit sujet là sur les phrases choc. Là, j'ai préparé un mini cylindre pour faire une toute petite démonstration, quelque chose d'assez classique. Les phrases choc, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas abuser, parce que si c'était récurrent, je pense que ça desserverait plutôt qu'autre chose. Mais de temps en temps, il faut pouvoir dire quelque chose d'important et toujours le prouver. Alors, vous voyez, là, par exemple, on a vraiment un cylindre décentré. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et dans les phrases choc, où il y en a plein, mais en voilà une simple, c'est
ne rien rendre à la terre. Voilà, ne rien rendre à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais appliquer ici une force, je vais remonter sur ce cylindre, je vais le redresser, mais je vais le faire de manière directive. C'est-à-dire, c'est pas la terre qui doit me commander, c'est pas la terre qui va me faire chahuter mon pouce, c'est moi qui vais rentrer dedans, ne rien rendre à la terre. Voilà. Là, je fais une montée et je ne rends rien à la terre. C'est moi qui lui dis non, tu te mets là et c'est tout. Et vous allez voir, ça va finir par marcher. Ne rien rendre à la terre, ça veut dire ne rien lui rendre. On ne lui laisse pas commander. C'est pas une commande. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement? Tout ça s'explique, bien sûr, dans les cours. Mais moi, j'avais un coude hyper bloqué sur la cuisse. J'ai fait une montée, mais hyper traditionnelle que tout le monde connaît, mais complètement bloqué. Et le fait de monter devant, c'est beaucoup plus facile que monter sur les côtés. Mais enfin, ça, je démontre tout ça. Mais surtout, ne rien rendre à la terre. C'est une petite phrase choc qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est que on est hyper rigide et c'est nous qui faisons la force et pas la terre qui fait la force. Alors bon, ça paraît très simple, là il y a peu de terre, etc., etc. Ça se complique évidemment avec des pièces plus complexes, mais dans le but de cette causerie là sur l'apprentissage, il faut de temps en temps pouvoir être capable, en tant que professeur, je pense, de donner des phrases chocs qui seront retranscrits dans le cours d'une façon ou d'une autre avec les mots de l'élève, mais qui lui permettent de faire référence. Et quand par-dessus son épaule, moi je dirais, ne rends rien à la terre. Mais bon, on peut en faire une deuxième démo. On dit, monte plus de pouces, ou monte moins de pouces. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Parce qu'il y a quand même un langage de tous ces gestes. Il faut que chaque geste connu puisse porter un nom. Alors, plus de pouces, regardez, c'est tout bête. J'enfonce le pouce dans la terre et je fais une montée plus de pouces. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va réduire le diamètre. Voilà, je réduis le diamètre. Et une autre petite phrase, choc, mais entre guillemets, on se comprend, une montée moins de pouces. C'est l'inverse. Je laisse venir vers moi, il y a pratiquement, le pouce n'agit pratiquement plus, c'est la poussée intérieure, et regardez, je montre à nouveau un diamètre très très large, cette fois-ci parce qu'il est extrêmement facile de faire des montées moins de pouces. Voilà, c'était une petite démo, j'étais un peu long Bruno. Mais sur les phrases choc, tu as ça aussi de temps en temps, oui, est-ce que toi, en parlant simplement, t'en balances une de temps en temps ou pas? Oui, moi j'en donne de soi pour résumer un principe, pour essayer de synthétiser une pensée, une formule, un auteur, une période, une règle. Mais à condition de l'expliquer, à condition qu'on soit capable de bien comprendre la signification. Il y a d'autres moments, et c'est plus vrai dans des études plus poussées comme le doctorat ou comme des mémoires. Là, à certains moments, je pense qu'il faut être capable de donner quelques phrases chocs qui permettent aux étudiants de... Tu t'en sers aussi pour ancrer, là? Ah oui, de saisir. C'est une encre. Clac, on va faire référence à ça. Ouais, de saisir, par exemple, je leur dis, je la tiens de mon propre directeur de thèse qui disait ceci, on n'écrit pas pour dire ce qu'on pense, on écrit pour savoir ce qu'on pense. Formule, savoir ce qu'on pense. Il faut être capable d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre avoir une vague idée de quelque chose qu'on va essayer qu'on croit maîtriser, et puis être capable de le faire, de l'écrire, par écrit, de se heurter aux mots, à la manière, de ciseler une phrase, d'expliquer quelque chose, on se rend compte que le chemin entre la pensée et puis l'écriture de la pensée, il est beaucoup plus long qu'on pense, justement. Donc ça permet, les phrases chocs, c'est utile parce que ça permet de saisir une situation, de saisir un contexte. Voilà. Mais par exemple, j'utilise aussi des phrases chocs d'artisans. Et je dis, pour ceux qui font de la thèse ou des mémoires, vous précipitez pas, c'est la lenteur. Et je leur dis aussi une formule que j'avais vue dans un reportage télévisé qui était affichée dans l'atelier d'un artisan, qui était plus tôt une erreur est détectée, plus vite elle est corrigée. Plus facile elle sera à corriger. Plus tôt une erreur est détectée, plus facile elle sera à corriger. Oui, on touche
Le sujet des gestes parasites, là. Voilà, des gestes parasites, et puis tout simplement du fait qu'il ne faut pas partir sur de mauvaises bases. Ouais. Surtout pas partir sur de mauvaises bases. Et bien ce type de formule-là, un peu choc, ça permet de faire comprendre. Ça permet, je pense, de créer des balises dans l'esprit des gens. Ils se disent, oulala, je me souviens de ce qu'on m'a dit, et là, je suis pas dans le bon chemin. Ouais, je comprends bien. Pourquoi le cerveau veut nous rassurer par cet excès de vitesse? J'aimerais bien comprendre ça, parce que ça, moi je l'ai eu, hein, j'ai eu ce phénomène-là. Les élèves l'ont vraiment à 100%, tout le monde l'a. Quand on est débutant, je comprends pas quel est le mécanisme du cerveau qui, invariablement, on sait qu'on n'a pas tout à fait le bon geste, etc. Alors on compense cette absence de savoir automatiquement par un excès de vitesse qui, évidemment, est pernicieux et ne provoque que des désagréments supplémentaires. Mais ça, c'est vraiment universel. Alors, je sais pas si toi, tes élèves font de la rapidité aussi, et de quelle sorte. Est-ce que ça se perçoit aussi, Oui, je pense ce phénomène? Mais que fait le cerveau avec cette histoire de « je veux y arriver, je sais faire et je vais vite ». En règle générale, effectivement, il y a un rapport à il y a une volonté de griller les étapes souvent, parce que on s'imagine pouvoir aller très vite au résultat choisi sans être passé par les étapes de l'apprentissage et de la connaissance. Ça, c'est certain, parce que une espèce de croyance artificielle dans l'apprentissage rapide. Voilà, ça c'est vrai. Et donc c'est pas, ça ne se vérifie pas. Et toutes les méthodes qui consisteraient à dire, bah voilà, je vais vous apprendre telle chose, ou une langue très rapidement, en 2 jours, ou ceci ou cela très rapidement, comment faire ceci ou comment faire cela, je pense que c'est artificiel, mais simplement le cerveau a besoin d'être rassuré. Ouais, de la même manière qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas tellement la rapidité, c'est plutôt dans la masse de connaissances. Ils veulent absolument amasser des connaissances parce que ça les rassure. Ça les rassure. Et ils pensent être... Alors que, bien souvent, ils n'ont pas compris. Donc il ne sert à rien d'amasser des connaissances si on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et si on n'a pas l'intelligence de ces connaissances. C'est ça que j'appelle la maîtrise. C'est pas exactement le même défaut que la rapidité, mais ça revient en... Je pense que c'est sans doute une fonction de notre cerveau qui est là pour nous rassurer, quoi. Peut-être, c'est ça. En nous disant, je peux y arriver. Ouais, je vais refaire une très courte démonstration sur alors moi j'aime pas employer les mauvais gestes. Là, ça me gêne toujours de dire à quelqu'un « Ah, t'as des mauvais gestes ». C'est souvent faux parce que mauvais gestes, ça veut pas dire grand-chose en fait. On va dire qu'il y a des gestes plus simples à apprendre que d'autres. Ça, c'est vraiment une certitude. Et puis il y a une deuxième catégorie, c'est que le geste il est bon, mais il n'est pas fait au bon moment. Et donc, c'est aussi une catastrophe, parce qu'il ne sert à rien à ce moment-là. On disait tout à l'heure, les mauvais gestes, encore une fois, je vais quand même vous en montrer un. Quelque chose, alors qu'on retrouve très souvent. Donc, je refais une montée traditionnelle. Je fais une petite montée de stabilisation, hein. Ça c'était un sujet qui était traité dernièrement, voilà. Donc je stabilise, je vérifie. Donc ce sont, vous avez vu, hein, je fais un peu n'importe quoi avec les mains parce que mon cerveau il est plus dans, l'attention de mon cerveau elle va plus vers ce qu'on a à dire plutôt de ce que je fais. Donc ça, entre guillemets, c'est le bon geste, c'est un geste qui fonctionne. Et celui-là, entre guillemets toujours, c'est un mauvais geste. Et pourquoi c'est un mauvais geste? Parce que ce pouce gauche-là, il vient se mettre au-dessus du pouce droit. Alors il a un rôle, si vous voulez, dans la tête de l'élève apprenant, c'est qu'il stabilise, il aide, on maintient un peu la pièce avec son pouce, etc. D'accord? Simplement, il a un effet extrêmement
mauvais, négatif, c'est qu'il fait racleur. C'est que là, à force de frotter, eh ben, il emmène toute la barbotine. Et le pouce, lui, droit, qui a son action majeure pour faire monter de la terre, n'ayant plus de barbotine, il va accrocher. Le premier racle, le deuxième passe, et à un moment donné, il n'y a plus de barbotine, il accroche, et quand il accroche, ben voilà ce que ça fait, tac, ah, j'ai accroché, et voilà, j'ai décentré, pourquoi, etc., etc. Ça, c'est vraiment le geste qu'il faut corriger, voilà. Et ça, ça va dans les choses qu'il faut pas se laisser installer. C'est quelque chose qu'il faut corriger parce que ça n'apportera jamais rien de bon. Et ça devient un geste habitude et quelque chose qu'il faut, nous, en tant que professeurs, on va dire, on classe ça dans les gestes inutiles, les gestes presque toxiques. Tu n'as rien à rajouter à ça. Ah, ce que j'ai à rajouter, c'est que moi, c'est pas des gestes, c'est plutôt des mots. Des mots toxiques. C'est plutôt des mots toxiques. C'est plutôt des mots toxiques. En ce moment, je lutte beaucoup contre les tics de langage. Les tics de langage qui font des ravages en ce moment. Je vais donner 3 mots, hein. J'espère que personne ne se reconnaîtra, tant pis, mais c'est le but de la vidéo aussi. Il y a un tic de langage féral qui s'appelle, c'est la tendance de tout le monde à dire du coup. Ah, du coup, oui, ça c'est... Du coup, pour rien, pour tout, en fait, du coup, clairement. Et c'est des tics de langage qui font des ravages chez les jeunes, d'abord parce qu'ils sont employés n'importe comment et ils perdent leur signification. Et ils viennent... C'est un mécanisme très curieux, intellectuel très curieux, c'est qu'ils viennent finalement déformer la pensée. Ils s'intercalent comme des parasites dans une démonstration, alors qu'il n'y a aucune place logique qui les attend dans l'articulation d'une phrase ou d'une pensée, et qui fait qu'au lieu de renforcer la pensée, ils l'affaiblissent. Ils l'affaiblissent parce que on a quand même tous intellectuellement, intérieurement, la signification de le sens de ce que ça veut dire. Bon. Et donc, à mettre des du coup partout, bah, le du coup n'exprime plus la causalité, et donc ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucun sens. Et ça peut être tolérable, et encore, c'est agaçant quand on entend ça dans les conversations d'entreprise ou professionnelles. C'est plus embêtant dans l'apprentissage. Plus les anglicismes de bon ton. Plus les anglicismes de bon ton. Plus dans l'apprentissage, parce que ça vient créer dans les mécanismes de compréhension de la causalité là où il n'y en a pas. Si du coup indique une causalité immédiate, à ce moment-là, il faut l'employer dans une causalité immédiate. Mais on ne peut pas dire tel phénomène, telle juridiction a dit que le législateur a fait ceci du coup, ou du coup on commence sa phrase par du coup alors qu'il n'y a pas de causalité. Là, c'est embêtant. Donc, il y a des mots parasites comme il y a des gestes parasites. Alors, il y a aussi des exercices pour le potier, incontournables, du moins pour ceux qui veulent approcher ne serait-ce qu'un niveau CAP, ce sont les exercices de répétition, puisque ça c'est une épreuve du CAP bien connue. Par exemple, si vous avez un sujet qui traite des tasses ou un sujet qui traite des bols, bah, ça va pas être présentez-nous 2 bols de telle contenance ou de tel poids. On va dire, ben voilà, il va falloir 15 bols de 10 cm de haut, par exemple, et de tant de large. Et là, on s'aperçoit qu'il faut aussi traiter de ce sujet de la répétition. C'est-à-dire que il y a un moment donné, moi j'explique des choses, je le montre, et puis il y a le moment un petit peu de la solitude où là il faut que l'élève seul, face à lui-même, face à sa pièce, commence à faire ses premières séries. Il faut qu'il se prouve à lui-même qu'il est capable de pouvoir reproduire le même geste plusieurs fois et de plus en plus avec facilité et rapidité. La répétition dans l'apprentissage est tout à fait nécessaire pour le potier. Tu as les phénomènes de répétition, peut-être Oui, bah, je pense que c'est pas toujours bien vu de faire de répétition parce que je pense que ouais, je pense que là c'est plus difficile de faire un parallèle quand même. Non, parce que attends, je vais t'expliquer. Ouais. Parce que l'apprentissage du par cœur a été tout à fait déconsidéré.
Or, c'est quelque chose de très important d'être capable de connaître des choses par cœur. C'est déconsidéré parce qu'on se dit « Ah, c'est bête, c'est simplement de la mémoire, c'est pas de l'intelligence ». Mais l'intelligence, comme le travail, ça commence d'abord par apprendre quelque chose. Donc à mon avis, il est très utile de connaître des choses par cœur, et d'y revenir, de se les réciter, et de faire ce que j'appelle faire ses gammes, c'est-à-dire revenir régulièrement à des classiques, reprendre des ouvrages classiques, reprendre, les juristes doivent reprendre des grands arrêts, reprendre des grandes dates, des grandes législations, être capable toujours de connaître ça pour être toujours se les approprier s'ils doivent les enseigner. Et je pense qu'un enseignant, quelle que soit la matière, dès lors que c'est une matière intellectuelle, il doit faire ses gammes en permanence et donc être capable de créer des automatismes et de savoir des choses rapidement. Parce que c'est frappant de voir qu'on oublie très très vite. On oublie très vite. Donc, pour justement garder en mémoire les connaissances suffisantes pour enseigner aux autres, il faut tout simplement les répéter soi-même. Et donc être capable mécaniquement de répéter un certain nombre de choses. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des vidéos qui existent heureusement à foison maintenant sur les différentes façons d'aborder le tournage dans le monde. Et entre autres, toutes ces vidéos qui nous montrent les grands maîtres japonais qui font des théières à la motte et des choses comme ça. Et moi je dis attention, c'est bien de les regarder, ça suscite des envies, parfois des vocations, mais il faut pas faire référence, quand on apprend le tournage, il faut pas y faire référence, du moins au début. Ça devient très nocif, parce que ces gestes faits par ces grands maîtres sont, l'air de rien, extrêmement complexes. Vous regarderez, hein, souvent ce sont des gens d'un certain âge, et le temps qu'ils ont dû mettre pour apprendre, avoir ce savoir-faire, eh bien c'est pas en années, c'est en dizaines d'années. Et vouloir essayer d'imiter ça, je dirais, pour parler un peu crûment, c'est très casse-gueule. Voilà. T'avais une belle phrase, je crois, à ce sujet-là, sur viser le très beau ouais, tout de suite. Je pense que oui, la phrase, c'est la phrase d'un grand philosophe qui était un historien des idées, de la pensée, qui s'appelait Georges Gusdorf, et qui a écrit dans un livre de mémoire cette formule qui m'a toujours frappé, que je trouve très belle et surtout très profonde et signifiante. De la lutte avec l'ange, on ne peut sortir que blessé. Ah oui, c'est ça, oui. De la lutte avec l'ange, on ne peut sortir... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la perfection n'est pas atteignable. Et que quand on s'affronte à la perfection, quand on croit pouvoir l'atteindre, on sortira toujours en dessous de la perfection. On ne peut pas sortir indemne de ça. Mais en même temps, c'est pas une invitation à ne rien faire, c'est au contraire une invitation à comprendre, parce que ça, il le disait aussi, que les plus beaux vers ne sont pas ceux qu'on n'écrira jamais. Les plus beaux vers, c'est ceux qu'on a pu... Enfin, je sais pas si forcément les plus beaux, mais en tout cas, ceux qu'on aura eu le courage d'écrire. À un moment donné, il faut se faire à la pâte, à la terre. À la réalité des choses. Ouais. Et donc, il faut sculpter. Et ça veut dire que faire quelque chose, c'est toujours prendre le risque de l'imperfection. C'est toujours prendre le risque de quelque chose qui pourrait être mieux. Mais moins bien, c'est toujours mieux que rien. C'est ça que veut dire Gusdorf. Et je pense qu'il avait tout à fait raison. Et donc, à un moment donné, là, la métaphore de la Terre, ou la comparaison avec la Terre, comme avec un sculpteur, par exemple, me paraît particulièrement pertinente. Bon, il ne faut pas se dire, sous prétexte que c'est inatteignable et que c'est trop beau, je ne le fais pas. Parce que la perfection étant pas atteignable, je renonce à tout. Non, c'est pas parce qu'on n'atteindra pas la perfection qu'il faut renoncer à tout. Au contraire, c'est une espèce de balise qu'on a, qu'on voit d'un exemple, et il faut toujours se référer à de bons exemples. Hein. Je pense qu'il y a de bons auteurs, il y a de bons sculpteurs, il y a de bons peintres, et il faut savoir prendre exemple sur eux, se familiariser, les connaître, méditer,
parce que c'est comme ça que ça finit par rentrer. Mais en même temps, ne pas se sentir prisonnier d'un talent qu'on n'aura jamais. Et c'est en s'entraînant, c'est en tournant la terre sans doute, c'est en écrivant, c'est en faisant ce qu'on a à faire dans son domaine que finalement on arrive à creuser son chemin et son sillon. Et ces grands maîtres japonais, on peut quand même les regarder, mais ils sont là pour nous donner envie quand même. Voilà. Ce qu'il faut pas, c'est essayer de passer des heures à vouloir faire exactement la même chose sur son tour, parce que là, on va plutôt arriver à l'effet inverse. On va très vite saturer, hein. Très vite saturer. Mais gardez ça en exemple, gardez ça comme un but ultime, et se dire peut-être qu'un jour, voilà, j'arriverai à faire quelque chose d'à peu près semblable. Je pense que ça peut être un but vraiment intéressant. Bon, cette vidéo est peut-être un peu longue, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont décroché et qui ont déjà cliqué sur une vidéo suivante. Et il faut de temps en temps un petit peu sortir des clous, et voilà, je pense que cette vidéo, elle en fait partie. Et moi, j'avais terminé par une petite phrase en disant mais qui sont ces surdoués de l'apprentissage? Alors, dans le métier de la céramique, dans le métier du tourneur en céramique, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, que c'est le vrai nom officiel, tourneur en céramique, moi je vois passer à peu près, tous les 5 ans, on voit quelqu'un qui est vraiment un surdoué, à qui tout va réussir, avec une déconcertante facilité. Donc ça existe. Et Bruno, bon, je pense que tu rencontres aussi certains de ces élèves là qui, on ne sait pas pourquoi ils sont là, et puis tu leur dis les choses qu'une fois et puis ça suffit. Ouais, bien sûr, c'est très frappant. C'est très frappant de voir qu'on apprend la même chose à 10 personnes et que sur les 10, il y en a 7 qui ne comprendront pas, 3 qui comprendront très bien, ou 5 qui comprendront très bien, d'autres moyens. On dit la même phrase, et les 2 personnes, en raison d'une intelligence, en raison d'une approche, d'une écoute, d'une sensibilité, vont être capables de mieux le comprendre. Ça, je pense que c'est des surdoués pour tout, et moi-même, je ne le suis pas du tout. Donc, j'ai de l'admiration aussi, de l'étonnement vis-à-vis d'eux. Mais il faut surtout pas que les autres se découragent, parce que ça peut être gênant pour les autres, c'est vrai. Forme d'intelligence. Hein. Certains ont besoin de plus travailler, ont besoin d'être plus laborieux, de prendre plus de temps, de s'ancrer davantage dans la durée, et au bout du compte, ils seront peut-être ils feront peut-être mieux, ils sortiront une pièce plus belle ou une idée plus juste que celui qui comprend très bien, très vite. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en offusquer, et il ne faut pas s'en étonner non plus. Il faut faire avec tous les types de publics. Merci Bruno pour toutes ces explications. Désolé pour ceux qui s'attendaient à voir des pièces absolument magnifiques. J'ai bien conscience que je faisais à peu près n'importe quoi avec mes mains, mais j'étais tellement concentré sur ce dialogue. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que ce qui est important dans cette vidéo, c'est de s'apercevoir que les phénomènes d'apprentissage sont quand même des phénomènes un peu complexes. Il y a certaines règles, on peut s'inspirer les uns des autres, s'écouter les uns les autres, trouver des parallèles, constater qu'il y a des phénomènes qui s'appliquent, qui font que on va dire le mot apprenant là, apprennent peut-être plus vite avec pas des trucs et astuces, mais voilà, il y a des choses qui font que ça fonctionne, et que ça soit un métier manuel ou un métier de la tête. Même à mon avis, cette opposition, elle serait même à revoir, parce que derrière des mains, il y a un cerveau. Hein, derrière des mains, il y a un cerveau, et ce cerveau marche. Il y a un parfumeur célèbre. On qualifie les parfumeurs de nez. Ceux qui créent des parfums, on les appelle des nez. Bien sûr. Et ça les agace un peu parfois. Ils disent, je suis un nez, mais il n'y a pas qu'un nez, il y a un cerveau derrière. Il y a un cerveau derrière, parce que entre sentir quelque chose et une odeur, et puis différencier le patchouli du santal, et puis être capable de mémoriser. Et quand on mélange les deux, qu'est-ce que ça va faire? De mélanger, de se représenter abstraitement, c'est au contraire une dimension extrêmement abstraite. Voilà. Merci Bruno pour toutes ces explications extrêmement éclairées.
Vous voyez, les aventures céramiques nous mènent des fois dans des chemins de traverse, et tant mieux. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques. Et ça sera le clap de fin. Et on n'a pas coupé.